Alors, on parle aujourd'hui donc d'affectifs dans la perf, qu'elle soit individuelle hein, sur des parcours de formation ou collective, bien évidemment. Donc, c'est un sujet pour moi un peu spécial Pentecôte. Hein, tout d'abord, dans la forme, le format. Pentecôte, en général, c'est souvent VIC, c'est souvent des comptoirs et des discussions de comptoir. Donc, je tiens absolument, comme je le disais précédemment, à ce que le débat soit le plus ouvert possible, qu'il y ait le plus d'échanges possible et que ce soit le plus vulgarisé possible. On est vraiment là pour débattre entre copains ou entre euh, passionnés au moins, comme pour une Pentecôte avec, par exemple, donc qui manque beaucoup en ce moment. Le deuxième aspect de Pentecôte, c'est que souvent ce week-end-là, on a réglé les problèmes de jeu collectif, ou on a fait ce qu'on a pu durant toute la saison, on a parlé technique individuelle, c'est plus le moment. Or, c'est souvent ce week-end, là, en ce moment, hein, dans le calendrier de 2019-2020, il y avait des titres nationaux qui étaient attribués là sur Pentecôte, que David pouvait arbitrer ou je sais pas quoi. Donc la notion d'affectif, le bouton hein, de l'affectif, était particulièrement important sur cette période du mois de mai. Donc sujet spécial Pentecôte et qu'on va aborder avec donc des passionnés, mais aussi des experts. Donc, je vous propose un petit tour d'écran pour vous présenter aux collègues votre structure, bien sûr, votre lien avec le thème, voilà, et puis éventuellement vos attentes hein, précisément. Et on essaye. Voilà. On commence par Nicolas, si tu veux bien te présenter. Ouais, ouais, donc moi je suis conseiller technique de club pour la Ligue des Hauts-de-France de rugby sur le bassin de la métropole lilloise. Donc je n'entraîne pas parce que les conseillers techniques de club n'ont pas le droit d'entraîner. J'ai entraîné, j'ai entraîné en senior, en jeune, j'ai entraîné à l'étranger en première division belge, voilà, qui est l'équivalent de la Fédérale 2 pour les bonnes équipes. Voilà, et mes attentes pour le débat, c'est de pouvoir, j'espère, recueillir des avis pour avoir une meilleure prise en compte de l'affectif dans l'approche de l'entraînement, ou en tout cas dans les conseils que je pourrais donner aux éducateurs en formation qui en parlent beaucoup de l'affectif et qui, à mon goût, parfois mélangent un peu tout en parlant d'affectif, quoi, voilà, et mettre tout là-dedans et puis en pensant que ça va juste suffire, quoi, mais c'est pas. Ok. Voilà. Laurent Pamel, donc entraîneur, co-entraîneur des cadets Godermen de Provence Rugby. Donc j'interviens dans la structure de Provence Rugby, mais aussi dans le club de Gignac, la Nerte, qui est un petit village des Bouches-du-Rhône. Je suis responsable de l'école de rugby, tout ce qui concerne le sportif. J'ai été joueur jusqu'à 36 ans, puis, et d'abord éducateur, puisque depuis l'âge de 22 ans, j'en ai 50, donc ça fait quelques années, ce qui m'a permis de voir l'évolution de ce jeu et d'essayer d'être toujours, de me mettre toujours à la page et justement de ne pas rester sur des côtés un peu empiriques de la chose et d'essayer de se mettre à niveau régulièrement. Et c'est ce que j'attends aujourd'hui, c'est avoir une vision plus précise de ce qu'on appelle l'affectif dans ce sport, parce que pour moi, c'est un terme qui est très vaste. La première chose que j'entends, moi, quand on parle d'affectif, c'est plutôt ce qu'on essaie de régler au tout début avec les petits, quand ils démarrent le rugby. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve, je pense, tout le long d'une carrière de joueur. Donc voilà, on va savoir un peu plus sur tout ça. Donc Hubert Morel, de formation psychologue et plus récemment spécialisé en préparation mentale. Dans le thème du jour, ce qui me plaît bien, c'est ce que je peux y retrouver dans ma pratique d'éducateur en milieu scolaire, où effectivement je vois bien toute l'importance pardon, de l'affectif au quotidien avec les joueurs et les joueuses. Il y a ceux qui pleurent dès qu'ils marquent un point, il y a ceux qui pleurent dès qu'ils perdent un match, il y a ceux qui ont envie de quitter le terrain. Enfin voilà, on rencontre tout ça dans nos équipes. Euh, et puis ça résonne aussi chez moi dans un autre volet de ma pratique professionnelle, qui est d'un travail avec une troupe de théâtre, dans de l'animation de débat, où on travaille sur de l'improvisation, à partir de l'improvisation, et où tout le volet affectif est super important dans ce qu'on peut faire résonner effectivement dans le public, et de la façon du coup dont ça motive ou pas, ça mobilise les comédiens sur scène. Dernier point peut-être, dans le titre, j'entends aussi l'affectif dans la contre-performance, donc comment l'affectif peut aussi nous bloquer dans ce qu'on est en train de faire.
Et je pense à cette finale, c'était peut-être pas une finale parce que je suis pas footballeur à la base, mais où le PSG s'est fait remonter joyeusement et où ils étaient tous paralysés dans la surface au moment où l'équipe adverse est repassée devant. Et je pense aussi à l'importance de l'affectif au niveau du staff et au niveau de l'arbitrage, parce qu'effectivement, savoir arbitrer justement quand il y a des enjeux et qu'on a des éléments peut-être un peu perso. Voilà, je vais démarrer une formation d'arbitre en septembre. Donc, je suis vraiment tout novice là-dedans, à mon vieil âge, puisque j'ai plus de 50 ans. Mais je sais que cet aspect-là est super important. Ouais. Et j'en ai conscience, en tout cas. Directement pour David. La transition est trouvée. Donc David Bunn, alors moi j'ai été joueur pro pendant 10 ans à Aix-en-Provence. J'ai été au centre de formation du Stade français avant. Ensuite, j'ai basculé sur le club directement en tant que responsable de l'école de rugby et sur les dernières années sur le centre de formation. Ah. Mes missions se terminent au mois de juin, donc je vais certainement m'arrêter sur un autre groupe peut-être un peu plus âgé. Et parallèlement, donc, je suis arbitre pro D2 depuis 2 saisons maintenant. L'affectif, intéressant pour moi, parce que en tant que joueur, ça a été quelque chose d'assez important. Et double affectif, c'est-à-dire à la fois avec les joueurs ensemble, qui était déterminant pour moi dans le plaisir que je pouvais prendre à m'entraîner et à jouer. Et aussi avec mes entraîneurs où je trouvais si j'avais un lien de confiance et un lien particulier, ben, ça fonctionnait pour moi tout de suite mieux. Voilà. Après, sur les questions d'arbitrage, on pourra en reparler, mais l'affectif, oui, c'est quelque chose qu'il faut arriver à mettre dans la plupart du temps de côté, quoi. Ouais, ben Wilfried le joue, donc moi ça fait une quinzaine d'années que j'entraîne, hein, mais depuis 5 ans là, je me suis un peu orienté vers le rugby féminin. Donc j'ai eu mon DE l'été dernier là, donc je suis sur la structure de Colomiers où on est depuis 3 ans au tout début de la construction de la structure avec des minimes. L'année dernière, on a mis en place les cadettes, hein, et l'année prochaine, en théorie, si tout va bien, on devrait pouvoir construire les seniors. On attend le retour du club. Et j'interviens aussi sur une autre structure où je donne un coup de main sur une entente de club dans un autre département à côté de chez moi, enfin vers chez moi, sur une entente entre 3 clubs de rugby de fédéral qui ont construit une équipe féminine. Ouais, eh bien écoutez, bonjour messieurs, donc je m'appelle Ambrouni Youssef, j'ai 26 ans, je suis encore joueur de rugby, je joue au Stade Aurillacois. Mon parcours je suis originaire de Nice, j'ai commencé le rugby à Nice, comme Michel. Donc après, je suis passé par le centre de formation de Clermont-Ferrand, Pôle Espoir, etc. Et puis après Clermont-Ferrand, j'ai fait un passage à Aix de 2 ans, là où j'ai eu Michel comme entraîneur. Et j'ai connu aussi David qui est parmi nous. Et puis je me suis envolé vers le Cantal. Donc je joue au Stade Aurillacois maintenant c'est ma 4e année que je vais commencer là. Puis voilà. Ok, parfait. Donc, tu nous apporteras ton éclairage et ton expérience de joueur qui a certainement connu différentes façons, hein, différents discours d'entraîneur, on va dire, sur l'aspect très haut niveau. Bon, messieurs, si vous le permettez, bon, vous voyez que le sujet est vaste, les attentes sont nombreuses. Ça va adresser différents sous-thèmes à chaque fois, hein, donc je vais essayer juste de faire le monsieur loyal en essayant de cadrer les débats au travers éventuellement de questions, hein, qui nous feront rebondir. On va devoir jongler avec plusieurs choses. Moi, ce qui m'intéresse dans le débat, hein, entre potes, entre nous, là, c'est qu'on jongle bien sûr avec des concepts d'émotion, par exemple, hein, des concepts d'émotions positives, d'émotions négatives, de zones optimales, hein, de performance, tout ça. Tout ça, c'est intéressant. Mais en plus des concepts et de l'aspect théorique, ce qui est bien, c'est le matcher avec les expériences et les sensibilités de chacun.
pour qu'on arrive dans un deuxième chapitre éventuellement à se raconter des expériences vécues, hein, des petites clés, des petites choses qu'on a proposées, hein, dans la dimension affective pour faire performer une équipe ou pour développer un joueur, nos petits dadas, et puis peut-être nous-mêmes, ce que nous avons vécu en tant que joueurs et qui nous a particulièrement marqué, quoi, hein. Donc voilà. Le premier sujet, ou en tous les cas la première question pour lancer le sujet, cela pourrait être déjà de ne pas tomber dans les comparaisons d'époque. D'accord? Donc, on va peut-être se dire deux, trois choses. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du rugby et de l'approche affective du rugby depuis les 20, 30 dernières années? On a encore des matchs qui passent, hein, des années 80, 90. On a donc, nous, des sensibilités qui sont issues de nos histoires, de nos vécus. On va voir que c'est particulièrement important, hein, pour les représentations, hein, les représentations de nos valeurs et de l'affect, hein. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'affect d'avant et puis de la dimension maintenant affective dans la perf? Est-ce que ça a beaucoup changé? Et pourquoi, à la limite? Quand on a un peu des discours entre joueurs, on a ce fameux débat de la nouvelle génération qui arrive. Et c'est vrai qu'on avait traditionnellement, quand on était nouveau et qu'on arrivait sur un groupe, il y avait le respect des anciens. Voilà, cette tradition que l'ancien aussi il protégeait un peu le nouveau, mais que le nouveau avait ce respect de l'ancien. Et c'est vrai que dans les nouveaux discours, les jeunes générations, enfin entre vieux joueurs, c'était de se dire que peut-être que la nouvelle génération elle est moins dans ça, que les choses leur sont un peu dues aussi. Et alors je pense que c'est un peu exagéré, mais On prend des pincettes parce qu'on est sûr de rien, hein, on est très curieux, on est sûr de exactement. rien, on est modeste, hein, on manipule des idées, mais on n'est pas sûr d'avoir raison. Par contre, il ne faut pas avoir peur d'assumer. Oui, effectivement, probablement que la représentation du club, de l'équipe, de la transmission, du partage est différente d'une génération à l'autre. Mais dans la préparation des matchs, est-ce que vous pensez qu'il y a une préparation affective différente des matchs? Oui, peut-être. Oui, oui, enfin, il y a des. Oui, oui, enfin, alors moi, je fais que les jeunes, hein, je ne connais pas trop. J'ai fait quelques seniors il y a quelques années, mais je fais que les jeunes. Et c'est vrai que dans le mode de préparation et dans les diverses formations que j'ai pu faire, ben, on côtoie d'autres entraîneurs. Donc, on a traité ce sujet justement de la préparation d'avant-match. Et moi, j'ai mis en place un système de préparation au niveau des filles qui est assez libre, en fait. La seule chose que je leur demande, c'est de respecter la préparation de chacune, mais que s'il y en a une qui veut se mettre de la musique dans les oreilles, elle le fait. S'il y a une qui a envie de se changer, d'aller taper, faire des passes, elle le fait. À un moment donné, quand on va se retrouver, après on se retrouvera, mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. En fait, moi, j'ai connu les préparations où on était dans les vestiaires à l'ancienne, quoi, un peu, hein, à se filer des claques dans le museau, à se filer des coups de boule dans les portes, à se mettre du Centol, à boire du Centol ou mettre du Centol dans les narines. Voilà, tout ça, je l'ai fait moi le premier. Et force est de constater qu'aujourd'hui, demander à des filles, moi j'ai eu des anciennes joueuses qui ont eu des entraîneurs qui m'ont dit, mais moi j'ai pas compris, l'entraîneur s'est foutu au milieu du rond, il nous a foutu des tartes, quoi. Et les filles, elles n'ont pas besoin de ça, et puis elles ont été choquées, même à la limite, elles se sont sorties, j'étais paralysé. Et, et je pense que moi, quand j'ai présenté ma méthode, il y a des gens qui m'ont regardé avec des yeux comme ça. Ils me disent, mais c'est pas possible, on ne peut pas préparer un match comme ça. Et pourtant, on gagne des matchs. Et on était premier de poule cette année, et ça marche, quoi. Donc voilà, oui, il y a vraiment un choc de génération et dans les modes de préparation d'avant-match qui est complètement différente de ce que moi j'ai connu et de ce que certains d'entre vous ont dû connaître, quoi. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui explique ça? Fondamentalement dans la dimension de jeu, par exemple. Moi, je pense que c'est lié aussi à l'évolution de la société. Aujourd'hui, le rugby a évolué, les mentalités ont évolué en dehors du rugby, chez les jeunes générations. Bon, je suis assez d'accord avec Wilfried sur les types de préparation individuelle. Moi, je suis assez pour ça aussi. Je pense que chacun a sa façon de se préparer. Moi, le premier, quand j'étais joueur, j'ai connu les années Sauclière où les couloirs de Sauclière avec les vieux briscards biterrois qui se mettaient des coups de tronche dans les plaques de champion de France qui sont sur le mur. Et bon, jeune, moi, j'ai jamais eu besoin de ça. Je pense que la nouvelle génération, il y en a qui ont besoin. Moi, j'ai des retours de cadets qui souvent viennent de villages, bon, sans citer de coins particuliers, mais des Vaucluse, Var, tout ça,
qui ont toujours besoin de ça, besoin de se filer un peu des tartines dans les vestiaires. Moi, je trouve que c'est pas, ça fait perdre un peu de lucidité. Et voilà. Mais l'évolution du sport a fait aussi que les joueurs sont aujourd'hui plus lucides, ils ont envie de faire moins d'erreurs, le jeu est beaucoup plus codifié, il y a des partitions à apprendre aujourd'hui, alors que c'était peut-être moins le cas il y a quelques années. Pourquoi donc, Hubert, tu veux rebondir? Ouais, je voulais rebondir effectivement sur deux choses. La première, c'est que dans ce qu'on se dit là, je pense qu'on a tous en tête un rugby masculin viril et qu'effectivement, l'affectif, il passait par la virilité, c'est-à-dire qu'on se mettait des coups de boule, on se tapait dessus, etc. Enfin voilà, il y avait cet aspect-là. Et je pense que avec le rugby féminin actuellement, on est sur une autre, avec l'arrivée du rugby féminin, on est sur une autre forme de relation, les uns avec les autres et du coup avec le jeu aussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pardon, je pense que c'est que plus récemment, je pense qu'on est devenu capable aussi de se parler et de se dire ce qu'on ressent ou pourquoi on fait telle chose, alors qu'auparavant, on le vivait, le côté affectif, entre guillemets, mais on le vivait sans mettre des mots dessus. Et je pense que assez récemment, on a réussi à développer dans le rugby, mais aussi dans le monde professionnel en général, cette capacité de mettre des mots sur ce qu'on ressent et du coup peut-être de pouvoir l'exprimer et de se le partager différemment. C'est peut-être ça aussi qui est nouveau, entre guillemets, ou en tout cas qui est différent. Donc les mœurs, les leaderships, les représentations de leadership, hein, entraîneur charismatique, on te suit, pont Ouais, d'Arcole, je monte à l'abordage, tu me suis c'est derrière, ça. bon voilà. Tout ça, c'est l'évolution de la société, individualisation de la préparation mentale hein, lors Mmh. des matchs, tout ça. Mais il y a aussi un facteur quand même qui est important et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de juger du tout, c'est que les critères de performance ont évolué. Dans un jeu qui est devenu enfin arbitré, sur la dimension notamment violence, hein, sur la dimension débordement, etc. Le jeu a été structuré par l'arbitrage différemment, donc les critères de performance ne sont plus les mêmes. Avant, il fallait faire échapper les autres, donc pas de problème, l'affectif prenait une part prépondérante dans la performance. Quoi, hein, la dimension de transcendance, etc., correspondait bien à un critère de performance du jeu d'il y a quelque temps. Mais aujourd'hui, David, hein, tu peux nous dire, hein, ou Yous, tu le vis, ça ne veut pas dire qu'il faut l'enlever, pas du tout. Il faut trouver des nouveaux équilibres. Mais aujourd'hui, on ne peut plus déborder, on ne peut plus même gueuler ou taquiner, hein, on ne touche plus les couilles de l'adversaire, hein, on est exclu pendant plusieurs semaines du tournoi, voilà. On ne met plus de bourre-pif, et puis surtout, on ne se fait plus tout à fait mal de la même manière. Quoi, hein, voilà. Donc la dimension affective est très différente. Je pense que c'est lié vraiment, hein, quand vous regardez des matchs l'an d'après, beaucoup à l'arbitrage qui a évolué, beaucoup à l'arbitrage. Les règles, mais aussi la sensibilité de l'arbitrage. Quoi. Oui, ce qui est sûr, c'est que quand tu prends les matchs de Fédéral 1, enfin même mais rien que de Pro D2 Fédéral 1, déjà il y a 18 ans, quand j'étais redescendu de Pro D2 à Fédéral 1 à découvrir un peu le rugby local du Sud-Est, c'était effectivement pas la même préparation parce qu'en Pro D2, on était contre des équipes nationales et c'était vraiment, même si on avait une identité sud-est, du coup, on était marqué dessus, mais on n'avait pas forcément l'impression d'aller à la guerre sur chaque match, alors que en descendant en Fédéral 1 après, c'était ça chaque week-end. Ben, je pense que le virage, il a été c'est vraiment 2010-2011 où vraiment l'arbitrage a mis l'accent sur la sécurité, a commencé à voir qu'effectivement, c'est aussi la fédération hein, qui voit que la violence faisait que ça faisait aussi perdre un peu des licenciés et qu'il fallait vraiment se tourner sur le jeu. On va essayer de creuser plus concrètement donc les objets, hein, on va dire, ou les thèmes particuliers de l'affectif, c'est-à-dire différencier les émotions des sentiments. Bien comprendre qu'un match, c'est une dynamique d'émotions aussi à gérer, hein, avec des temps de respiration, etc. Mais toujours dans la dimension un peu préparation en amont des matchs ou même développement individuel d'un joueur lors d'une formation. Yous, est-ce que tu peux peut-être nous donner ton avis entre la nécessité absolue maintenant, si on veut préparer des joueurs au haut niveau,
de les alerter sur la maîtrise, la lucidité, la maîtrise des émotions, la lucidité, la performance passe par un équilibre à trouver entre la chaleur de la transcendance et puis la froideur de la technicité, on va dire. Voilà, Yous, est-ce que toi, comment tu vis ça là? Comment tu trouves les équilibres ou comment, voilà, quelles sont tes expériences là-dessus? En club, on ne va pas avoir forcément d'intervenants qui vont venir pour ça. Enfin, du moins, je parle pour moi. Je sais qu'où on est, on va pas avoir de. Mais j'ai eu la chance voilà, de passer par les équipes de France et côtoyer un peu le pôle France. Et du coup, on abordait un peu cet aspect-là de tout ce qui est préparation, on va dire, mentale et comment gérer ses émotions, etc. Et on voit très bien qu'en fait, c'est pour durer dans le haut niveau et même voilà, se montrer, etc. En fait, c'est primordial parce que voilà, comme tu l'expliquais, il y a en face de nous, enfin en face de nous, avec nous, des arbitres sur le terrain qui sont de plus en plus intransigeants. Et en tant que joueur, tu peux pas te permettre de laisser tes émotions te gagner. Donc, c'est-à-dire sinon, ce sera sanction. Et sanction, ben, tu vas laisser ton équipe peut-être à 14 pendant 10 minutes, voire peut-être pendant le reste du match si tu prends un rouge. Et du coup, tu sais que tu vas aussi te mettre toi en danger, tu vas mettre en danger ta place de titulaire ou de joueur tout simplement au sein du groupe, parce qu'un joueur qui est trop pénalisé, il pourra pas, l'entraîneur va être au bout d'un moment va être obligé de le pénaliser. Donc nous c'est quand je dis en tant que joueur, c'est que et on le remarque, je suis pas très vieux, donc forcément je parle avec un peu de recul parce que j'ai pas connu aussi les années où ça, voilà, c'était un peu plus violent, mais on se le dit entre nous, les chiens comme on les appelle, les gogoles, ceux qui vont vraiment au combat et qui rentrent, qui pensent le cerveau et puis ils sont dominés par leurs émotions, ben, il y en a de moins en moins et ça devient de plus en plus difficile pour eux, ben, parce que les entraîneurs ne peuvent plus voilà, ne peuvent plus, il en faut un peut-être par équipe ou deux, mais pas plus quoi. Moi personnellement, j'ai jamais grandi, enfin j'ai jamais eu besoin de ces coups de tête, etc. Pour pouvoir faire un bon match, pour me retrouver dedans. J'ai approché, voilà, j'approche mes matchs d'une autre manière. Moi, je suis plutôt dans la détente. Et puis, 5 minutes avant le match, j'arrive à basculer et ça suffit largement. Il y en a de trous, ben, il va falloir mettre un peu cet accent sur les sentiments, etc. Pour faire remonter, pour leur faire ressurgir de la surmotivation et les faire se dépasser sur le terrain. Mais je dirais que ça dépend de plusieurs facteurs. Euh, Moi, il y a un facteur moi, qui me marque un peu, et je crois que je l'ai entendu tout à l'heure, c'est aussi en fonction de, bon, il y a des générations forcément, et je le remarque puisque voilà, moi j'ai la chance de jouer avec des mecs qui ont 35, 34 ans, et on voit que l'approche n'est pas du tout la même. Là où des jeunes pourraient déconner à une demi-heure avant le match et basculer 5 minutes juste avant, il y a ces anciens-là, voilà, qui dépassent la trentaine, eux, ils abordent pas du tout le match de la même façon. Et puis il y a un autre point, c'est que moi, par exemple, je suis un enfant de la ville, quoi. Je suis pas un enfant des zones rurales ou un petit peu reculé en France. Et, euh, et on m'a jamais appris le rugby comme ça. De Le la même rugby de manière que clocher, moi, le rugby de campagne, tu veux dire? exactement, exactement. Et de la même manière que quand je suis arrivé, par exemple, dans le Cantal et que je sortais de Aix-en-Provence, j'ai tout de suite vu la différence. Donc il y a aussi ça. Et il y a aussi un peu, voilà, et comme on le dit souvent, il y a des clubs, on dit qu'ils sont plus sanguins que d'autres, etc. Quand j'étais plus jeune et qu'on allait à Toulon, il y avait vraiment cet esprit de bagarre qu'on retrouve peut-être un peu moins. Quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand, c'était beaucoup moins axé sur l'agressivité, etc., mais beaucoup plus sur le rugby à proprement parler, quoi. Donc voilà. Donc, ce qu'on est en train d'explorer, toucher du doigt et de voir hein, en papotant, c'est que ben, c'est un peu comme la ressource technique. Hein, il y a de l'individualisation à faire, c'est-à-dire que l'entraîneur, dans son rôle, que ce soit de formation hein, avec des émotions positives pour ancrer hein, des choses à apprendre, ou que ce soit dans la préparation d'un match, quand il fait bouillir la marmite un peu, il faut qu'il prenne en compte ben, la culture, Youss en a parlé, les caractères hein, des villes, des champs, des personnalités, hein, des vécus de chacun, parce que tout ça va faire des représentations de valeurs et des représentations d'émotions hein, qui ne vont pas avoir les mêmes sons de cloche quand on va les activer, quoi. Quand certains vont avoir besoin du bâton, de la carotte,
l'autre, d'autres de monter dans la colère, d'autres de la confiance. Enfin bon, il y a une marmite à faire bouillir et c'est pas évident. Voilà, donc après c'est un peu comme quand on parle de rugby, hein, on n'est pas dans des outils là, on est dans des ingrédients. Hein. Donc dans le rugby, il y a l'ingrédient vitesse qui est partout présent. Ben, dans la mentale, il y a l'ingrédient affectif qui est partout présent. Sauf que l'affectif, c'est parfois des sentiments, le sentiment d'appartenance à une équipe, on va dire. Hein, j'ai besoin de me sentir appartenir à quelque chose. J'ai besoin de me sentir en confiance dans ma relation à l'entraîneur entraîné. Voilà. Et puis après, il y a des émotions. Et quand, voilà, comment on les active, quand, ça, c'est des sensibilités. Voilà. On peut dresser, Hubert, peut-être avec toi, un portrait ou en tous les cas un panorama des différentes émotions. Hein, il y a des classifications, émotions négatives, émotions positives, voilà. Je dirais il y a les 4 émotions de base classiques, la peur, la tristesse, la colère et la joie. C'est les 4 émotions qui nous caractérisent principalement et à partir desquelles, du coup, après, il peut se décliner plein de choses. Mais je dirais, on a ces 4 facettes-là, colère, peur, tristesse et joie, qu'on arrive à activer ou qu'on arrive à désactiver personnellement avec plus ou moins de connaissance de soi déjà. C'est ce que disait Yous tout à l'heure. Effectivement, on sait déjà comment on va réagir 5 minutes avant ou une demi-heure avant. Enfin, il y a ceux qui ont besoin de plus de temps pour ça. Ou qu'on n'arrive pas à désactiver. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de contre-performance, parce que ces éléments-là, ils sont trop précis et trop existants en nous, et que du coup, dans ces cas-là, ça prend le dessus et qu'on n'a pas enfin, on n'arrive pas à repasser. Effectivement, tu les mets à l'écran, oui. La joie en jaune, la peur en vert, la Ça, c'est tristesse. la fameuse classification PANAS. Donc, il y a 10 Ouais. émotions positives, 10 émotions négatives en général. Quoi, hein. Donc, voilà. Mais, tu retrouves tes 4 grandes Voilà, c'est ça. émotions liées à la Les 4, performance sportive. Quoi, hein. nord, sud, est, ouest. Ouais. Je remarque que le nord est plus en joie que le sud qui est triste, mais enfin, ça, après, vous en ferez ce que vous voulez. D'un point de vue géographique, les gars, c'est pas mon problème. Ces émotions-là, elles peuvent être effectivement très démotivantes. Je vais repartir de ça d'abord avant d'être très motivante. Je pense à la peur, qui peut être quelque chose qui nous paralyse complètement. Devant la peur, on a 3 réactions classiques qu'on symbolise en anglais par 3 F. Le combat, donc fight, la fuite, flee, et la paralysie, freeze. Donc, par exemple, la peur, elle peut nous conduire sur l'une de ces 3 réactions-là. Soit on est incapable, soit en combat. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très primaire et on va aller s'opposer à ce qui nous fait peur, ce qui est cette source-là. Soit on fuit en prenant de la distance, soit on est complètement paralysé, on n'arrive pas à bouger. C'est l'effet de sidération classique. Voilà. Ce qui se traduit par des équipes qui, devant le match couperé de phase finale, à un moment donné, bug, quoi. Elles sont paralysées. Ah, complètement. Ouais. Alors, ils se chient dessus avant et pendant le match, il n'y a plus personne. Enfin, voilà, ils sont incapables et de réaliser un geste correct et même mentalement d'arriver à reprendre le dessus, entre guillemets, sur ce cerveau primaire qui bloque tout. Enfin, on a dit qu'on faisait. Tu peux faire un petit faisait avec simple. les OFF, si tu vois ce que c'est, les zones optimales de fonctionnement, individuelles ou collectives. C'est-à-dire que quand à un moment donné, on verse dans le trop-plein, on sort de sa zone optimale de fonctionnement, on n'optimise pas ses ressources mentales et physiques, etc. Et on tombe dans le bug, quoi, dans la paralysie, quoi. Exactement. On quitte l'état de flow classique de bien-être et de tout se passe bien, je maîtrise, etc. On verse dans le trop-plein de confiance, par exemple, ou dans le trop-plein de peur, blocage, de peur. Et effectivement, on sort complètement de cette zone-là, on passe dans le rouge et on n'arrive pas du tout à revenir sur un fonctionnement. Et on ne comprend pas non plus pourquoi on n'arrive pas à revenir sur ce fonctionnement et on n'arrive pas à reprendre la main dessus, ce qui est encore plus paralysant parce que chez nous, êtres humains qui sommes cartésiens et doués de raison, on n'arrive pas à remettre la main sur notre cerveau intellectuel, entre guillemets, là-dessus, et c'est vraiment l'affectif qui prend le dessus. L'affectif, c'est ce qui, chez l'humain, nous a préservés. Lorsqu'il y avait un animal sauvage chez les préhistoriques qui venait en attaque, c'est ça qui nous préservait aussi, notre instinct de survie, il est lié à ça. Voilà. Et donc, c'est toujours ce qui reprendra le dessus.
quand on est pris dans un accident de voiture, un carambolage, c'est d'abord l'affectif qui va nous paralyser avec tachycardie ou avec incapacité de réflexion, avant d'arriver à ressolliciter le cerveau et les zones de pensée, entre guillemets. Voilà. Donc c'est pareil dans le sport ou dans le travail, où l'aspect émotionnel va toujours prendre le dessus sur la raison. Ok. Par rapport à ce que disait Hubert, c'est super intéressant parce qu'il c'est vrai qu'il schématise bien ce qu'on a du mal à comprendre de ces situations-là. Là, Hubert parlait beaucoup d'aspect émotionnel en réaction à un événement qui survient. Dans la préparation, je pense que ce côté un peu surmotivation, suraffectif, est surtout lié à… C'est une compensation en fait. Je pense que c'est une compensation par rapport à la peur qu'on a de rentrer sur un terrain parce que rentrer sur un terrain, quels que soient les niveaux, quel que soit l'âge, c'est pas anodin. C'est recevoir des coups, c'est une pression particulière. Et c'est peur de moi, mal faire aussi parfois. Parfois, c'est peur de mal faire l'entraîneur aussi, qui mais rajoute aussi de la peur. moi, je pense que C'est je lié vois aux plutôt enjeux la qu'on a. surmotivation comme vraiment liée à la peur affective d'un combat et d'un choc, voilà, de tout cet environnement-là, plutôt que la peur de mal faire. Mais je pense que plus on maîtrise son jeu, plus on maîtrise sa connaissance du jeu et comment appréhender les chocs, les contacts, et moins on a besoin de se préparer de la sorte. Voilà. Et moi, je l'associe un peu comme ça. Est-ce que c'est pas cette association que tu décris de combler par l'affect la surcharge affective, la peur, est-ce que c'est pas vraiment culturel, pour pas dire français, et qu'on confond peut-être ça avec la relation affective qui est liée à l'engagement, tout simplement, pas forcément à la peur. Les anglo-saxons, ils s'engagent, ils n'ont pas besoin d'être chargés émotionnellement. Hughes, il disait, lui, 5 minutes avant, il n'a pas besoin qu'on lui mette une baffe, il va être engagé dans son action, tu vois. Mais parce qu'il y a un côté… Pardon, Michel. Vas-y, je t'en prie. Parce que justement, on maîtrise mentalement cet aspect-là. Je pense que Hughes, il n'a pas besoin de se préparer longtemps avant, c'est parce qu'il maîtrise tout ce côté-là et il rentre, à mon avis, sans peur sur le terrain. Et il sait ce que c'est l'engagement. Enfin, en tous les cas, il a connaissance physiquement de la notion d'engagement. Et exactement. Et je pense que culturellement, tu parlais des Anglais, mais pas qu'au rugby. Il y a des événements historiques qui ont prouvé que les Anglais étaient beaucoup plus performants que nous dans plein de situations. Parce que certainement, ils ont un côté maîtrise de cet engagement vers le combat qui est plus importante que la nôtre. Moi, je le perçois à peu près comme ça. Mais okay. Oui. Il y a, juste pour terminer, il y a juste un aspect sophrologique qui est arrivé aussi dans les années 95, là, le début de la professionnalisation, qui a fait aussi un peu évoluer les choses. Moi, je l'ai vécu en tant que joueur avec quelques joueurs qui avaient apporté ça dans la préparation. Et ça a été le début du changement, je trouve. Pardon, Nicolas. Oh, il y a quelque chose que je retrouve dans les différents discours là, et que je pense, selon moi, qui est vraiment très important, c'est la prise en compte de la culture, la culture de lieu, la culture du club, d'équipe ou éventuellement de pays dans cet aspect de performance. Moi, j'ai côtoyé Youssef quand j'étais à Nice avec Jeff Deprel et Stéphanie Coulot et compagnie. J'ai entraîné un petit peu en Côte d'Azur. Là, maintenant, je suis dans le Nord. J'ai entraîné en Belgique. Et ces trois façons d'aborder l'affectif qui sont vraiment différentes. Enfin, je me retrouve complètement dans la suractivation que j'ai connue en Côte d'Azur, qui était difficile à gérer pour les entraîneurs, avec une majorité de joueurs qui avaient un niveau d'activation de base avant le match qui était plutôt élevé. Et en remettant une couche, ça devenait très difficile après de retrouver un sentiment de contrôle et une performance vis-à-vis de l'arbitre, etc. Dans le Nord, on a plutôt des gens qui sont, enfin, je trouve à mon sens, mais ça c'est ma culture du coup, un peu sous-activés, c'est-à-dire qu'il y a besoin un peu de les secouer franchement pour que le niveau de ressources affectives soit au niveau attendu au bon moment. Et après, par contre, à côté de ça, on a les Belges, alors moi c'était du côté wallon, qui sont encore différents des Flamands, c'est-à-dire avec qui ont, j'ai retrouvé un sens du devoir quasi anglo-saxon chez les Belges, quoi. Enfin, côté protestant. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je suis pas trop. Ouais, mais culturellement, ils ont une relation à la tâche qui est différente. Fais le job, quoi. Et ouais, c'est ça. on s'engage à fond, quoi, dans le job. C'est quelque chose qui m'a
m'a fait me pencher un peu là-dessus. Et j'entraînais avec un autre Français qui était historien. Et on avait des longues discussions là-dessus parce que voilà, lui aussi, il était sidéré de voir qu'on on peut pas avoir une approche, enfin, en tout cas, je pense, hein, qu'on ne peut pas avoir une approche au niveau de l'affectif qui est identique selon la culture qu'on fréquente et on est obligé de s'adapter à la culture à laquelle on fait face. On peut pas la changer, je pense. Ok. Hubert? Ouais, ce qui me fait sourire, c'est que euh, on est là entre mecs à parler effectivement de cette gestion des émotions, ce qui est quand même pas évident chez les hommes en général, et en tout cas, c'est pas inscrit dans notre culture de parler facilement de nos émotions. Il y en a qui le font peut-être très bien, Michel, ok, mais Non, j'allais mais, dire que on, c'est quand même, on parlait pas, on verbalisait pas, tu as on raison, les verbalisait émotions, pas. Oui, mais on ouais. vivait des émotions. On a toujours Voilà, vécu donc des il émotions. y a ce On est côté tous des grands sentimental. sentimentaux dans les vestiaires depuis la nuit des temps, hein, donc. Exactement. Et je pense qu'on le verbalisait du coup tellement peu qu'il fallait bien l'exprimer d'une autre façon. Ça, c'est une chose. Et ce qui aurait été intéressant, mais on ne l'a pas là dans notre groupe, c'est qu'il y ait une femme qui puisse nous dire aussi comment, d'un point de vue féminin, s'exprime et se gère ce volet émotionnel-là et le volet affectif dans la performance. Il n'y en a pas, et du coup, on fait ça. Mais ça aurait été aussi intéressant en termes de complémentarité de point de vue. Ça aurait été volontiers, elles sont bienvenues, ça renvoie ben, aux ancrages culturels et C'est au ça. vécu. Hein, voilà. Ok. Youssef, David, question, Will aussi. Cette fois-ci, donc au-delà de la culture, quel est le rôle donc de transmission de l'affect, hein, et quel, comment dit-on, danger il peut y avoir lié à l'entraîneur dans la transmission de l'affect. Je m'explique simplement. Est-ce que de temps en temps, les entraîneurs ne sont pas là pour faire part de leur propre affect à eux? Et où est le danger de ça en fait? Leur affect, c'est-à-dire on a dit il y a des peurs, il y a des sentiments d'appartenance, voilà, je défends mon club, mais toi tu n'es pas du club, donc je vais te parler, mais tu ne vas pas me comprendre en fait. Hein, bon voilà. Youssef, est-ce que toi, dans tes différents entraîneurs, tu as eu des mots de temps en temps qui tombaient à plat parce que tu dis mais tu parles pour toi, tu ne parles pas pour moi là, tu vois? Est-ce que ça te parle? Honnêtement, Michel, ça m'est Ou- arrivé mais, énormément de fois. Ça m'est arrivé énormément de fois où, ben, en fait, et on partageait, parce que voilà, il faut savoir qu'entre joueurs, on partage pratiquement tout. Donc, il y en a que plusieurs à partager ce point de vue, c'est qu'on trouvait qu'au bout d'un moment, l'entraîneur, son discours, à ce niveau-là, hein, il ne correspondait plus du tout. Donc après, j'ai envie de te dire, il va avoir, voilà, ça va pas tellement changer le cours des choses, puisque en fait, tu es professionnel, tu te dis que tu es professionnel, et même si j'entends plus son discours, ben, je vais faire mon job, etc. Mais Ou tu peux vivre si aussi, Youss, tu peux vivre aussi une aventure et cultiver un affectif entre joueurs qui n'est pas forcément adapté après. ça, personnellement, hein, moi, pour moi, c'est l'idéal. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin aussi un peu de cet affect, de cette relation avec l'entraîneur, ou ne serait-ce qu'avec les joueurs, etc., ou avec les kinés, avec les membres du staff, etc. Et pour moi, c'est l'idéal. Après, il y a d'autres joueurs qui vont pas avoir besoin de ça. Ça reste, c'est dur de, voilà, aussi pour l'entraîneur, voilà, il va avoir affaire à un groupe de 40 joueurs. Il y en a qui auront besoin de ça, et puis il y en a qui s'en foutent totalement. Donc c'est dur aussi de trouver l'équilibre, quoi. Mais moi, personnellement, c'est sûr que j'ai rencontré pas mal d'entraîneurs, et, euh, et je pense personnellement qu'il y en a beaucoup qui manquaient d'affect. Bon, toi, tu sais très bien que voilà, le bus te kiffait, hein, et le vestiaire te kiffait. Donc avec toi, tu vois, tu fais partie concrètement des entraîneurs que j'ai connus qui avaient, qui avaient ce bon affect. Ouais, mais non, Voilà. mais la question, en fait, ce que tu dis toi, c'est que peut-être, question cachée, hein, elle est pour David par exemple, peut-être l'entraîneur ne sert à rien pour ça en fait. L'affectif, il est d'abord du groupe où il peut éclairer, il peut dynamiser des choses, mais l'affectif, il est peut-être Bah, ailleurs que il va, l'entraîneur. Je sais pas, hein, mais moi je pense qu'il va, en fait, il va dynamiser un peu ça. Il va il va essayer de structurer ça, mais ça se fait d'abord au sein du vestiaire. Ça va d'abord David, se faire au sein du vestiaire. David, tu en Voilà. penses quoi? Après,
Excuse-moi, Youssef, Il j'essaie faut... de… Non, et je pense que la réponse elle en découle, mais du coup, l'entraîneur doit créer le cadre pour que pour que ça puisse se faire. Donc, il faut qu'il ait des moments où qu'il laisse au groupe justement cette possibilité de créer ce lien. Moi, j'ai souvenir de plusieurs entraîneurs comme ça, différentes expériences, mais moi, j'avais un entraîneur à un moment donné qui était beaucoup sur l'affectif donc de combat, et je savais qu'il fallait surtout pas que j'écoute ce qu'il dit parce que ça pouvait me sortir du match. Du coup, par contre, je me servais du ton de sa voix. Le ton de sa voix, je fais OK. La musique. Le ton de sa voix, OK, je l'écoute ça parce que ça va me donner. Moi, j'étais aussi plutôt de rugby parisien. Voilà. Et du coup, par contre, le son de sa voix, faut les tuer, les assassiner, les machins. Enfin, le contenu, moi, m'allait pas du tout. Donc, du coup, je faisais abstraction de tout ce qu'on pouvait me dire. Et par contre, j'utilisais son avoir. Après, j'en ai eu d'autres qui ont plus résonné, plus marché avec moi. Donc, c'était plus des discours de on est une famille, on va défendre la Sentiment. victoire, tout Pas ça. dans l'émotion, plus dans le sentiment. Sentiment d'appartenance. Et du coup, voilà, le sentiment d'appartenance fait que ça a plus résonné. Par contre, ça a marché la première année, ça a moins marché la deuxième, parce que, parce que, euh, parce que l'entraîneur doit être exemplaire là-dessus. Et donc, du coup, la moindre chose qui fait qui va à l'encontre de ce qui a pu être dit va perdre en consistance tout de suite après. Donc là, on est dans la dynamique de groupe, la cohésion de groupe, etc. Le sentiment d'appartenance repose sur des valeurs, des codes, des règles, etc. Donc il faut que ce soit bien, bien carré. OK. Donc loin de moi l'idée de dire que l'entraîneur n'a pas un rôle dans l'affectif, hein, bien au contraire. Par contre, l'entraîneur qui kidnappe peut-être, hein, qui kidnappe un peu ou qui prend pour lui la dimension affective du groupe, peut de temps en temps, ça peut tomber à plat, quoi, hein, puisque Youss disait effectivement l'aventure collective, on a tous été joueurs, on se souvient de nos entraîneurs hein, avec respect et parfois admiration, on se souvient des messages qu'ils nous ont fait transmettre, mais les émotions, l'affectif, oui, certains sont charismatiques, certains on a envie de leur plaire, mais on joue d'abord pour les copains d'à côté, quoi. Et je pense que les nouvelles générations, on joue pour soi, les copains d'à côté, peut-être l'entraîneur et peut-être le club après aussi. Les équilibres sont différents, quoi. C'est d'autant plus vrai chez les jeunes, je trouve. C'est d'autant plus dangereux, alors facile et dangereux de kidnapper, comme tu disais Michel, un collectif du point de vue de la ressource affective quand on intervient auprès d'un public jeune que sur un public senior, quoi. Voilà, Will, sur les féminines? Oui, mais moi, alors, c'est vrai que je rejoins un peu ce que disaient Youssef et David sur tous les points qu'ils ont dit. Ce qui est important aussi, c'est en fait, moi personnellement, dans mon discours, je dis souvent, tu as les joueurs que tu mérites en fait, et les joueuses que tu mérites. Voilà, moi, quand je vois des fois, on a des adversaires tous les samedis, hein, et quand je vois le comportement de certains entraîneurs sur le banc de touche, je ne m'étonne pas de certains comportements de joueuses sur le terrain, quoi. Et aujourd'hui, on en revient à ça, c'est des joueuses, en fait, et souvent je fais des réunions en début de saison pour aussi cadrer les parents, parce qu'avec les jeunes, c'est toujours aussi un peu problématique. Hein, parce que ce soit un entraîneur ou un parent, souvent il veut vivre une aventure de joueur de haut niveau à travers son gamin. Et moi, je leur dis souvent, on est tous des vieux maintenant, on a eu nos moments de gloire ou pas d'ailleurs, et ça, c'est leur histoire en fait. Nous, on n'est pas là pour vivre notre passion, on est les passionnés, mais on n'est pas là pour vivre à travers eux en fait. On est là pour leur donner tous les outils pour qu'ils réussissent, pour qu'ils prennent du plaisir ensemble. Et je pense que c'est des choses ça qui sont souvent oubliées en formation en fait d'entraîneur. C'est des chapitres qui sont jamais faits. Moi personnellement, rarement abordés suivant les comités, suivant les trucs, mais on aborde beaucoup le sportif, beaucoup construire les entraînements, mais la relation entraîneur-joueur, elle est très rarement abordée, quoi. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on met en place, hein, on met des choses en place parce que les joueurs ne peuvent pas le faire, elles sont mineures, donc voilà, on met des stages en place, des stages cohésion avec des intervenants extérieurs qui leur font comprendre les valeurs que c'est d'être une équipe et d'être soudé, parce que dans le rugby féminin, encore plus qu'ailleurs,
souvent, sur les 15-18, on a des gamines qui viennent de la gym, qui viennent du foot, qui viennent du cheval, qui viennent de plein d'autres sports, qui n'ont pas cette culture-là, et qui commencent le rugby à 15 ans, quoi. Et donc, qui n'ont pas cette culture-là de ce qu'on peut retrouver au rugby. Donc, il faut leur impulser ça. Et par le biais de certaines joueuses un peu cadres, un peu plus âgées, qui peuvent aussi être dynamiques, hein, dynamiser ça. Cette année, on a mis un système de marrainage pour les nouvelles joueuses et les petites qui montaient, avec toute joueuse avec une marraine. Et on leur a toujours dit, il ne faut pas que vous ayez peur. En fait, il ne faut pas que les joueuses aient peur de nous, en fait. Il ne faut pas qu'on soit là, qu'elles aient l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand elles jouent. Il faut qu'elles soient libres. Nous, dans notre discours, en fait, on place le curseur de la performance bien plus bas et du résultat sportif que tout le reste, en fait. Moi, personnellement, je dis, voilà, la priorité, c'est que quand vous arrivez à l'entraînement, vous ayez la banane, vous ayez envie de venir. Mais vos problèmes, on a tous des problèmes, vous les laissez en dehors du stade, vous venez, vous passez un bon moment. On travaille, bien sûr, c'est pas non plus la garderie, on travaille, on bosse, il y a des moments de détente, tout ça. Et le samedi, c'est pareil. Notre objectif et notre discours, c'est pas dire on va gagner aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on a travaillé des choses depuis le début de la saison, on a réussi à mettre en place des choses, on évolue sur nos entraînements, on le met en place. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est voir ça, voir ce qu'on met en place à l'entraînement, voir une équipe qui a envie de jouer ensemble, qui a envie de se filer les unes pour les autres. Et si vous faites tout ça, eh bien, on découlera des résultats. Et si on ne gagne pas aujourd'hui, eh bien, on en tirera les conséquences. Si on a perdu contre plus fort que nous, eh bien, on mettra les choses en place pour être plus performant sur le match retour. Et si on a perdu parce qu'on n'a pas été bon, eh bien, on cherchera les outils pour savoir pourquoi on n'a pas été bon. Mais aujourd'hui, le rugby, en fait, à ce niveau-là, hein, je parle. Après, les professionnels, c'est différent. Mais des professionnels, c'est pareil. J'ai des exemples et des contre-exemples que je pourrais vous citer avec Montauban et Colomiers, par exemple. D'une année sur l'autre, Montauban fait une année fantastique il y a 2 ans et cette année au fond du trou. Et Colomiers, à l'inverse, fait une année catastrophique l'année dernière. Et via un entraîneur et fait une année exceptionnelle cette année avec un effectif Romani très peu, quoi. Et donc voilà, nous, ce qui prime, en fait, c'est ça doit rester du plaisir et c'est qu'un sport, en fait. D'accord. Dans la tête des joueuses, en fait, elles sont complètement libérées. L'affectif lié à l'enjeu, en fait, est moins important que le jeu lui-même et le plaisir du jeu ou le plaisir. Voilà. Même si elles rentrent sur le terrain, elles ont les crocs jusque-là et quand elles sortent du terrain qu'elles ont perdu, elles pleurent. Hein. L'appétit, l'appétence, tout ce que tu veux. Voilà. Mais elles rentrent surmotivées. Elles rentrent, voilà. Mais voilà, avec un discours différent. Mais elles n'ont pas peur. Même si elles ont peur, voilà, nous on leur dit, si à un moment donné vous avez peur et que vous n'êtes pas bien, vous avez une pression négative, ce qu'on appelle. Parce que c'est la pression négative, quoi, la pression d'avant-match que tout le monde a. Je dis, mettez-vous dans un coin, fermez les yeux, respirez et essayez de visualiser des situations positives que vous faites à l'entraînement, des plaquages réussis, des passes réussies. Vous êtes en difficulté sur une situation parce que vous êtes débutante, mais essayez de visualiser ça et vous respirez gentiment. Ça prend 2 minutes et vous remettez dedans. Et elle rentre beaucoup plus facile, quoi. OK. Ouais, en réaction à ce que disait, en complément à ce que disait Wilfried, un élément qu'on n'a pas du tout abordé, mais par rapport à ce que tu disais de ce que transmet l'entraîneur qui a envie de réussir à travers peut-être ses joueurs ou ses joueuses. Je pense aux parents aussi, qui sont parfois sur les bords de terrain et qui ont aussi parfois peut-être qui auraient voulu être joueurs ou être joueuses et qui, à travers la réussite ou l'échec de leur enfant sur le terrain, aussi se mobilisent beaucoup et sont un facteur important dans la performance ou la contre-performance parce qu'ils arrivent à mettre un cadre qui construit et qui étaye leur enfant ou au contraire qui pose une chape et qui paralyse complètement. Donc ça aussi, le lien avec l'environnement familial est important. Peut-être sur les routines, et effectivement, ce que disait Wilfried, c'est tout à fait adapté d'arriver à se recentrer sur des éléments positifs et revenir sur une zone de confort, entre guillemets, de sécurité, une zone proximale de sécurité pour chacun. Des routines individuelles, et chacun développe ses propres routines et ses propres petites choses. Et puis la routine collective, effectivement, de remise des maillots ou de moments où on va se rappeler que l'important, effectivement, c'est d'abord de prendre du plaisir avant la réussite et avant le match qui va se dérouler. L'enjeu. Avant l'enjeu. Parce qu'effectivement, la performance, élever son niveau d'engagement, c'est important, mais se donner trop de poids au niveau de la réussite de l'enjeu, ça peut complètement paralyser et c'est important d'arriver à se recentrer sur ces éléments qui me font avoir confiance en moi. Ouais, c'est vraiment intéressant tout ce qu'on entend parce que effectivement, ça éclaircit pas mal
de situations qu'on connaît en préparation. Nous, on a essayé de mettre en place, on essaye de ritualiser beaucoup, en fait, avec Giboul, que tu connais bien, Michel. On essaye d'apporter toujours les mêmes codes dans la préparation pour créer une ritualisation de la situation et avoir des événements connus pour les joueurs. Parce qu'on a des joueurs de moins de 15 ans qui, eux, sont pleins de testostérone, un peu d'envie d'être un homme, voilà, qui débordent souvent. Donc, on s'est créé des règles nous-mêmes. Déjà, on s'est interdit de lever le ton dans les vestiaires. La voix doit rester toujours la plus calme possible. Et on essaie de concentrer notre discours sur des consignes bien précises et apporter quelques petites valeurs, des mots simples que ces joueurs, les joueurs de cet âge entendent bien, des valeurs de fraternité, des choses comme ça, mais très peu. Et après, je suis assez d'accord avec toi, Michel. Je pense que l'entraîneur, c'est pas trop sa place quoi, dans les vestiaires juste avant le match en train de gueuler sur le joueur. Un peu comme sur le terrain pendant le match, gueuler au bord du terrain. Moi, je pense que les joueurs ne nous entendent pas, donc je vois pas trop l'intérêt. Je suis très surpris de voir encore sur des matchs à Canal+, des entraîneurs, entendre des entraîneurs gueuler sur les joueurs. Pour en citer qu'un, entraîneur de Toulon, je trouve que je ne comprends pas la démarche, mais bon. Donc, je ne vois pas l'entraîneur dans ce rôle-là. En tous les cas, Nico disait qu'il pouvait y avoir des personnes, des joueurs qui étaient sous-activés, qu'il faut activer aussi. Ça peut être lié à un besoin vraiment de personnes individuelles. On te laisse finir. Oui. Et donc, du coup, voilà, je préfère me détacher de la motivation d'avant-match, laisser ça au capitaine et aux joueurs. Alors, juste une anecdote, j'ai eu un problème il y a 2 ans. Dans les vestiaires, on avait du mal à trouver quelque chose de cohérent pour la motivation. Les joueurs parlaient tous. C'était un peu, voilà, ça avait été le cadre d'une discussion à l'entraînement. Et le capitaine avait trouvé une idée, il avait dit, on ne parle pas. Pas qu'on s'interdit de parler, mais pas de motivation collective. Chacun se prépare. Si on veut se dire un mot dans l'oreille l'un de l'autre, on le fait. Et on avait trouvé beaucoup de calme et de sérénité dans les vestiaires avec vraiment un bénéfice immédiat sur la préparation et sur les entrées, sur les démarrages de match. Et donc, ça prouve bien que parfois même le silence, ça peut être une source de motivation et de préparation aussi importante que l'écrit et tout le reste. Ok. Quelqu'un Ouais, oui, Youss, vas-y, tu fais. Justement, moi, je voulais revenir sur ce que disait Laurent, c'est que voilà, nous, on a eu une difficulté à Aurillac la saison passée, c'est qu'en revenant des vestiaires, on avait 10 minutes à plat ou 10-15 minutes à plat où on se faisait démonter sur le terrain. Et donc, il a fallu trouver des solutions. Et justement, la solution, ça a été que c'était pareil, nous, quand on rentrait dans le vestiaire, on va dire, il y avait le capitaine, mais un peu chaque leader qui venait, qui disait son mot, il n'y avait aucun temps de parole qui était respecté, ça allait à droite à gauche, pas le temps à proprement parler à consacrer à la récup, ce qui est aussi important. C'est-à-dire que ça partait un peu dans tous les sens. Tu avais le coach qui essayait de nous donner des directives et puis on y retournait. Et malheureusement, on a passé peut-être 3 mois ou 4 mois où, en rentrant des vestiaires, que ce soit à l'extérieur ou à la maison, à domicile, mais on se faisait rétamer. Il fallait qu'on trouve des solutions. Et la solution, justement, ça a été que en rentrant, en fait, il n'y avait plus un mot qui sortait de notre bouche et on consacrait 5 minutes déjà à la récup. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas au rugby, on pensait pas, voilà, si l'entraîneur avait des directives à donner, il attendait ces 5 minutes-là pour les donner. Et puis ensuite, voilà, l'entraîneur donnait des directives donc, à l'ensemble du groupe. Puis on séparait quelques minutes donc pour ajuster par exemple quelques points sur la touche ou la mêlée. Et puis les 3/4, ils avaient leur truc à eux, quoi. Mais c'est important, enfin, moi j'ai trouvé ça super important de remettre les choses à plat sur cette période de mi-temps et de consacrer aussi une partie à la récup parce que c'est là où on va retrouver notre lucidité et pouvoir aborder la deuxième mi-temps parce que pour moi en fait c'est un nouveau match. La deuxième mi-temps c'est un nouveau match et c'est là où on va pouvoir concrétiser le match ou pas, faire que ça va devenir ça va être une victoire ou une défaite. Et je trouve que ces 5 minutes et le fait de cadrer aussi ce qui se passe pendant la mi-temps dans le vestiaire, c'est super important. Et ça, moi, je l'ai connu plus cette année. Et je trouve que ça a eu un bienfait
pour le groupe, quoi. Ok. Je sais pas donc on n'a pas répondu et on va pas répondre à savoir si l'entraîneur doit transmettre beaucoup d'émotions, pas forcément les siennes, mais voilà, recadrer la dimension émotionnelle du groupe, être un transmetteur de quelque chose, à émettre quelque chose. Mais avant d'émettre des ondes, en fait, l'entraîneur, y compris dans les périodes de mi-temps, il est là surtout pour émettre et transmettre des informations liées à la performance. Voilà, c'est toujours pareil, une question d'équilibre et de sensibilité liée à un contexte, à un moment, à un match, etc. Donc, de temps en temps, on sera plus dans les ondes et les émotions, de temps en temps, plus dans l'information. Mais l'aspect, effectivement, retour au calme pour que l'émission que j'ai, moi, d'entraîneur de quelque chose, d'onde ou d'information passe, elle est vitale. Si tout le monde est dans le stress et l'énervement et l'affolement général, tous les rideaux sont fermés, quoi. Hein, tous les rideaux sont fermés. Ok, merci Yous. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Ouais, David? Oh, mais c'est juste pour le truc, c'est la même stratégie dans l'arbitrage. Hein. On rentre à la mi-temps, la consigne première, c'est les 3 premières minutes. Il n'y a personne qui parle. Voilà, on respire, on se concentre, on réfléchit un peu aux actions qui se sont passées, mais on arrête tout. Et après, c'est exactement la même dynamique. C'est, allez, on va se dire les 2, 3 trucs, on a un doute, où on sait qu'on a fait les erreurs, on dit bon, bah voilà, on les assume. Par contre, on passe à autre chose, on les oublie et on n'en tient plus compte. On fait comme si, comme dit Youssef, on dit que c'est un deuxième match qui arrive en deuxième mi-temps. Et on va surtout parler des aspects qui sont redondants dans le match et qu'il faut qu'on fasse plus attention. On ne va pas revenir sur une Les faits erreur. saillants, les points clés quoi, d'un match, quoi, ou que ce soit Les en points clés, ouais, exactement, comme collectivement, enfin, surtout des organisations collectives ou des problèmes de mêlée. Mais ça ne va jamais être un discours sur les erreurs qui ont été faites individuellement. Tout ça, c'est plus vraiment toujours dans un objectif, dans une idée objective et collective surtout de l'arbitrage, quoi. Voilà. Ok. Donc, et je pense que sur les matchs, c'est pareil. Après, sur le côté transmission d'émotion de l'entraîneur, on dit souvent l'entraîneur doit être quand même entraînant. Donc, à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui doit être fait de l'entraîneur sur ce côté-là, quoi. C'est juste pour, voilà. Donc, il y a quand même ce côté à chaque fois qui va dépendre, comme on l'a dit avant, de ton collectif, de ton âge, si c'était des filles, des garçons, si c'était dans le sud-est, en Belgique, tout ça, mais il va quand même forcément avoir quelque chose de soi qu'il faut qu'on donne pour être entraînant, parce que sinon ça ne marche pas. L'étape préalable en amont, ce que tu dis, ce que Youssef disait, etc., c'est qu'il faut d'abord comprendre son groupe. Voilà. Avoir Non, mais sensibilité c'est là où je trouve que c'est super intéressant, c'est que tu dois arriver à, même si tu as toujours toi, ton énergie, ta propre envie, quelque chose, tu dois arriver à déterminer les envies et les motivations de ton groupe pour pouvoir adapter à la situation. Qui sont différentes d'une histoire à une autre, d'un cycle à un autre, presque d'un match à un autre. Hein. Si on considère peut-être que l'affectif est un capital, hein, donc, si tu joues ta vie, si tu dis qu'il faut tuer père et mère tous les week-ends, à un moment donné, ton capital, tu vas l'épuiser très vite. Je ne sais pas si c'est un capital qui est rechargeable, régénérable facilement pour un joueur. Je ne pense pas. Toutes les années, tu ne peux pas sauver un club, quoi. Enfin, il y en a qui arrivent à faire ça, mais peut-être en se réinventant dans cette notion de capital là, affectif, quoi. Hein. Donc, voilà, je ne sais pas si ça inspire quelqu'un pour finir les 5 dernières minutes, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une ressource intéressant, rare. Mais sur les anglo-saxons qui sont sur de l'affectif, où ils font le job, donc du coup, ils vont être assez haut naturellement. Naturellement, vont avoir peut-être plus de mal justement à les latins traditionnellement, ou qui vont être plus sur des pics. Mais ce qui va permettre aux latins de faire l'exploit sur un match, mais de ne pas être constant sur la longueur. Ouais, sur la justesse, ce qui est important, je pense, David parlait de l'entraîneur entraînant. Je pense que la difficulté de l'entraîneur pour être entraînant, c'est surtout de trouver la justesse d'intervention,
et la justesse d'activation selon le contexte, quoi. C'est ça qui est le plus compliqué. Tu disais, Michel, effectivement, celui qui veut tuer père et mère tous les week-ends, ça va peut-être marcher le premier week-end à domicile, le premier week-end à l'extérieur, et puis le troisième week-end, quand on aura pris 50 points après avoir essayé de tuer père et mère, bah, le discours, il tombe à l'eau, quoi. Il n'y a plus rien derrière. Voilà. Donc, c'est là le plus complexe et c'est là où je rejoins tout à l'heure Laurent sur… non, c'était pas Laurent qui parlait, c'était Wilfried sur les formations d'entraîneurs dans lesquelles on n'aborde pas ça. C'est que c'est souvent un sujet très glissant, on va dire, quand on en parle en formation d'entraîneur et surtout un sujet pour lesquels, et là on l'a vu entre nous, il n'y a pas de recette. Et là où les entraîneurs en formation sont à la recherche d'outils précis et de méthodes, bah, on peut pas donner d'outils et de méthodes sur la gestion des émotions. Il peut y avoir une approche quand même Voilà. de sensibilisation d'information pour comprendre justement les enjeux de la ressource, etc. etc. Donc, il peut y avoir… Exactement, il n'y a pas de méthode, mais il y a des outils. Après, chacun sa sensibilité. Moi, je vous remercie. Une fois de plus, c'était vraiment pour ouvrir le sujet. C'était vraiment introductif. Après, on peut creuser chacun de son côté ou en continuant à échanger ensemble, pas de problème. Mais c'est imparfait, c'est tout à fait normal. Le débat a été riche et c'est l'essentiel quand on se rejoint ici, quoi. Donc, c'était très cool. Merci à tout le monde. Hubert et Yous, pour finir après, s'il vous plaît. Les émotions, donc on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui va être visualisable, qui est externe, la peur, la colère, etc. Le sentiment, c'est déjà quelque chose qui est plus interne, qui est plus personnel. Le sentiment amoureux que je peux avoir pour quelqu'un, il n'est pas obligatoirement visible, mais bien évidemment, il devrait me mettre plutôt dans un état et dans une émotion positive de plaisir, ça c'est clair. Pour revenir sur la question de la pyramide, tout à l'heure, quand on parlait du sentiment d'appartenance, ça me faisait penser aux besoins tels que Maslow les a repérés dans sa pyramide, avec d'abord les besoins vitaux à couvrir, des besoins de sécurité, des besoins alimentaires, de nourriture, de boisson, de repos. Et puis plus haut dans la pyramide, on a le sentiment d'appartenance à un groupe qui est important, et encore plus haut, le sentiment de réalisation personnelle dans un projet, dans une situation professionnelle. Voilà. Donc effectivement, être reconnu. Ces éléments-là, c'est important, mais ça ne peut se mettre en place qu'à partir du moment où les besoins précédents ont été posés et sont assurés, sont stables. Parfait. OK. Merci Hubert. Yous, on te laisse finir. Merci d'être le premier joueur à venir parler avec des entraîneurs. Comme on l'a dit au tout début, on est de plus en plus participatif dans le rugby et la performance, elle passe par les échanges. Donc, merci Yous pour ça. Donc, pour faire un point, il est clair qu'il faut que le discours de l'entraîneur se renouvelle, mais de match en match, j'ai envie de dire presque. Parce que, comme tu disais, son capital affectif, il va reposer fondamentalement, tu vois, il va beaucoup reposer sur son discours, quoi. Et donc, s'il ne le renouvelle pas, il va s'épuiser. Et puis, de l'autre côté, il va avoir affaire à des joueurs qui, au bout d'un certain temps, ne vont plus l'entendre. Donc, tant qu'il y a des victoires, ça va passer. Mais le jour où on va commencer à accumuler des défaites, peut-être que là, ça va bloquer. Il faut que le discours il soit adapté à chaque joueur en fonction de ses attentes, aussi de la part de l'affect que le joueur que l'entraîneur va devoir adapter par rapport au joueur pour qu'il puisse entendre son discours tout simplement, quoi. Dans les discours, justement, on parlait de discours abordés à la mi-temps ou des discours d'avant-match des entraîneurs. Ce qu'on oublie de dire souvent, et bon, ce que j'ai appris en formation et que j'essaye de m'appliquer à faire, et que ce n'est pas tout le temps facile, c'est dans le discours, en fait, utiliser le moins souvent possible la négation et demander et dire aux joueurs ce qu'on attend d'eux, en fait. Souvent, aujourd'hui, il ne faut pas louper un plaquage. Ben, si on dit ça, on est quasiment sûr qu'à 80%, il y aura énormément de plaquages loupés, quoi. Ou à la mi-temps, quand on dit en défense, on n'arrête pas de se trouver. Et si plutôt on dit en défense, on se réorganise, on monte en ligne, on monte fort, on va les chercher, et bien dans la tête des joueurs, ça sera différent. Et pour avoir un exemple concret, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le monde se souvient du match France-Galles où on domine les Gallois sous une pluie battante de merde et que la deuxième mi-temps, on est catastrophique. Et bien, en formation O2, l'année dernière, j'ai eu une des personnes qui était dans le vestiaire avec l'équipe de France. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben on leur a dit qu'on n'était pas arrivé, qu'il fallait être vigilant, attention. Voilà, on a remis une pression de dingue. Et puis là, en deuxième mi-temps,
Il y a d'autres paramètres qui ont fait, hein, mais ils ont explosé en vol. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut faire une bonne première mi-temps et arriver dans le vestiaire, tout péter, parce qu'on va leur dire, putain, on ne s'attendait pas à être là, faites gaffe, faites attention, c'est pas gagné. Voilà. Et surtout, jamais cibler de joueurs. Voilà, jamais cibler de joueurs. Hein. C'est un joueur qui se trouve parler collectivement et surtout leur dire ce qu'on fait. Moi, c'est ce que j'utilise et ce que j'ai appris, mais leur dire ce qu'on attend d'eux, quoi. Vraiment ce qu'on attend d'eux. Et pas dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Voilà. C'était un petit point qui était important, je pense. Parfait, parfait. Merci à tous les gars. Donc, se comprendre les joueurs, les écouter d'abord, essayer de transmettre et comprendre après le contexte de la mi-temps, comprendre le contexte général de la performance, quoi. Hein. Donc, OK, pour avoir le bon discours à chaque fois. Merci beaucoup pour tout. À très bientôt tout le monde. Bon été. Ciao. Merci. Ciao. Bien joué, Laurent. Salut. Bon apéro. Bon apéro.